LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Nous voici dans la timonerie d'une vedette de Paris. Pourquoi? Parce que nous vous entraînons dans un numéro au fil de l'eau. Et si la solution au problème d'engorgement des routes, de pollution atmosphérique, de réchauffement climatique se trouvait dans le développement des transports fluviaux et maritimes? Peut-être, mais à une condition, celle de limiter notre impact sur les fleuves et sur les océans. Ce bateau par exemple est dit éco-sensible parce qu'il utilise un double système de propulsion, diesel et électrique. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Longtemps délaissés, les fleuves comme la Seine sont à nouveau courtisés. Présents au cœur des plus grandes agglomérations, ils offrent des itinéraires de contournement pour assurer l'approvisionnement des villes saturées, tout en assurant une desserte de proximité. Et si le commerce par voie d'eau était un transport d'avenir ? Raréfaction des ressources pétrolières et effet de serre oblige, les constructeurs navals cherchent quelles seront les énergies pour le bateau de demain. Moteur électrique, gaz naturel liquéfié et même hydrogène. Autant d'innovations qu'étudie avec attention notre invité Raphaël Dinelli. Le navigateur aux multiples Vendée Globe, transatlantiques et autres tours du monde se lance un nouveau défi, développer la technologie photovoltaïque. Enfin, notre chroniqueur Gérard Felzer nous fait partager l'aventure étonnante du Gold of Bengal, un voilier d'un autre temps 100% autonome, construit en fibre végétale de jute. To your left, in front of the Pont de l'Alma, you can see a copy of the flame of New York's Statue of Liberty, which symbolizes Franco-American friendship. A su izquierda, antes del Puente del Alma, se encuentra... Reliant l'Île-de-France à la mer du Nord, Paris est aujourd'hui encore le deuxième port fluvial d'Europe. Chaque année, 128 millions de tonnes de marchandises transitent par ici, ce qui représente premièrement 13% de l'approvisionnement francilien et deuxièmement, c'est ce qui permet d'économiser 1 million de camions sur les routes chaque année. Peut-on encore intensifier le trafic fluvial ou bien a-t-on atteint les limites de ce mode de transport? Les réponses, c'est tout de suite. Bonne soirée, bon courage. 16 h. Il est temps pour Dave de larguer les amarres. Bonjour monsieur, au départ de Bonneuil, 260 tonnes. La péniche quitte Bonneuil, direction Paris. Un trajet de 20 km que Dave effectue du lundi au vendredi, avec à son bord ses conteneurs de marchandises destinés au magasin Franprix de la capitale. Après 3 heures de navigation, Paris, ses lumières, mais aussi ses bouchons. Je suis bien content d'être sur mon bateau. La péniche est amarrée à un quai spécialement aménagé au cœur de la ville. Au petit matin, le déchargement peut commencer. Un conteneur permet d'approvisionner 3 magasins en boissons, épiceries ou encore drogueries. Vous allez bien? Les chauffeurs commencent leur livraison depuis le centre de Paris, La circulation est bonne? évitant ainsi les embouteillages qui paralysent chaque jour les entrées dans la capitale. Un gain de temps considérable. On est tout le temps à l'heure et le client ne nous attend pas, c'est nous qui attendons le client. En remplaçant les camions sur une partie du trajet, les péniches permettent d'éviter chaque année 450 000 km routiers, soit une économie de 90 000 litres de gasoil. Une option écologique, mais aussi un choix stratégique, une façon d'anticiper les difficultés à venir. Demain, les coûts de livraison par camion vont être de plus en plus chers et l'accès à Paris va être de plus en plus limité.
La société souhaite garder de plus en plus d'espace pour la circulation, pour les citoyens. On le voit bien avec les projets de fermeture des voies sur berge à Paris. Et de moins en moins pour l'activité économique. Donc on est en devoir de trouver des moyens alternatifs. En déclin depuis les années 70, le transport fluvial semble se réveiller. En 15 ans, l'acheminement par voie d'eau s'est accru de 25%. Un retour parfois innovant, comme avec cette péniche, véritable base logistique flottante. Elle est où l'autre tournée? Les bons, c'est ça? Depuis un entrepôt de banlieue, le bateau amène à Paris des colis qui sont triés avant d'être livrés à vélo. On peut mettre jusqu'à 170 kg dans un vélo et la péniche transporte en moyenne 500 colis jour. Péniche et vélo, ou comment éviter les nuisances des camions de livraison dans un centre-ville saturé. Dans la capitale, ils sont responsables d'1/5 du trafic automobile. Bien sûr, le transport fluvial a aussi ses limites, notamment sur les canaux peu utilisés. Cette association vend des produits bio d'agriculteurs locaux. Son approvisionnement s'effectue par bateau, en principe. Encore faut-il que les infrastructures fluviales fonctionnent. En fait, le pont de Crimée est fermé, donc notre bateau ne peut plus venir. En panne, ce pont levant empêche l'accès des bateaux. On a de plus en plus de mal à circuler en fait, par la voie fluviale. C'est principalement des manques d'entretien, donc les écluses qui sont souvent en panne. Et là, par exemple, le pont de Crimée, mais qui est une panne qui dure quand même 6 mois. Dans les zones dotées de voies navigables efficaces, le transport fluvial représente aujourd'hui 1/10 des trafics de marchandises. Un secteur en pleine mutation. Ce qui était historiquement très élevé, la filière énergétique, maintenant n'est plus qu'une quinzaine de pourcents, notamment le charbon, parce qu'on consomme moins de charbon, notamment dans nos centrales thermiques au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les péniches transportent des céréales, des matériaux de construction et même des conteneurs venus de l'autre bout de la planète, remplis de jouets, téléphones ou vêtements. Le transport fluvial s'intègre dans la mondialisation. Les bateaux changent, de plus en plus gros. Certains sont l'équivalent de 180 camions. C'est pour leur permettre de passer vers le nord de la France et de l'Europe que le projet de canal Seine-Nord est à l'étude. Une modernisation qui fait déjà rêver certains. Les péniches de grande taille vont-elles faire disparaître les files de camions sur l'autoroute du Nord? Un enthousiasme un peu exagéré pour ce spécialiste des transports. Toutes les marchandises ne sont pas aisément passibles d'un traitement par le fleuve. Certaines sont trop urgentes, d'autres sont transportées en petite quantité, alors que le fleuve se prête bien au transport massifié de grandes quantités. Donc il y aura un report modal, mais il faut l'apprécier avec raison. En attendant, un secteur explose littéralement, celui des croisières. Les paquebots fluviaux de luxe se multiplient, plus 20% en l'espace d'un an. Je vous invite maintenant sur la péniche Transportez-moi, où nous allons recevoir un invité prestigieux, le navigateur Raphaël Dinelli. Bonjour. Raphaël, vous êtes navigateur, plusieurs transatlantiques à votre actif, des tours du monde en solitaire, 3 participations au Vendée Globe. 4. 4 ? Ah, pardon, j'oublie la 4e. De toute cette aventure, de toute votre carrière de navigateur, vous dites que vous êtes un observateur privilégié de l'impact de l'homme sur le monde marin. Quand on parle de réchauffement climatique, vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu, mais je l'ai vécu dans le sens où j'ai failli laisser ma peau, quoi. Et le problème, c'est quand on est de nuit en pleine tempête et qu'on a des icebergs de la taille du Stade de France et qui remontaient anormalement vers le nord, on joue à la roulette russe, là. Donc j'ai vu ces réchauffements climatiques avec ces icebergs, j'ai vu aussi les pollutions, les pétroliers, les dégazages, etc. Et tout. Bon, parce qu'à terre, on a des droits, des règles, etc. Dès qu'on fait 5-6 000 et qu'on part au large, c'est le volet du plus fort. Et comme moi, j'ai un deuxième volet qui est technique, bon, mais je me suis dit, allez, je vais apporter ma petite participation d'une manière technique. Qu'est-ce que l'homme, dans son ingéniosité en général, peut amener pour qu'on limite un peu ce réchauffement? Cet impact. Alors du coup, il y a une date importante, 1997, la création de la Fondation Océan Vital. L'un des projets, c'est ce fameux bateau démonstrateur Océan Vital. Oui.
qui réutilisent des technologies que vous avez testées en course. Les premiers navigateurs qui ont fait le Vendée Globe, Thomas Mazou, Philippe Poupon, on voit bien qu'ils partaient avec une éolienne ou quelques panneaux solaires. Mais vous imaginez quand vous prenez un panneau solaire que vous mettez sur votre maison ou sur le toit de la péniche ici, vous mettez ce panneau qui est lourd, qui va tenir 20 ans, normalement, s'il est certifié pour le bâtiment. Vous le mettez sur un bateau dans l'eau salée, beau de 8 jours, il tient pas la route. Donc en fait, voilà, moi j'ai créé cette fondation qui est un laboratoire et on s'est dit, voilà, le premier programme, le premier démonstrateur, ça a été ce bateau qui a fait le tour du monde, puisqu'on s'est dit, on va partir faire le Vendée Globe sans énergie fossile. C'est-à-dire, on va partir sans carburant. Et on va voir si avec nos panneaux qu'on développe et nos éoliennes, etc., est-ce qu'on va arriver à faire assez d'énergie pour faire le tour du monde. Et j'y suis arrivé. Et de là, donc de ce laboratoire, vous en tirez des solutions que vous essayez d'adapter pour un usage beaucoup plus large que les conditions extrêmes. Parlez-moi du navire démonstrateur. Dès le départ, quand le bateau est dessiné, il est conçu pour consommer peu. Voilà. Donc il est très fin, il a très peu de traînées, c'est la base, il faut qu'il soit léger. Donc on va lui mettre du solaire sur les surfaces fixes pour amener du solaire pour faire toute l'énergie du bord. Ensuite on va dire, quand il va naviguer un peu en vent arrière, on va lui mettre l'aile de kite. Et ensuite on a la traction électrique et on va dire, voilà, on va laisser une zone qui va être le cœur, qui va faire les 80% de l'énergie pour la traction. Et bien ce cœur, dès la construction et dès la conception, va être évolutif. Parce qu'aujourd'hui on va dire, on prend, aujourd'hui si j'ai pas la solution, je mets un moteur diesel. Bon, demain, je vais mettre un moteur diesel qui va prendre du biocarburant. Et donc, il suffit d'arriver au port, de voir un peu les évolutions avec des centres de recherche et autres. Et puis, assez rapidement, on peut le changer. D'accord, donc c'est le bateau modulable. Ouais. C'est une plateforme évolutive en fonction des technos qui vont évoluer. D'accord. Alors, ça, c'est les hypothèses sur lesquelles vous avez travaillé. C'est le côté, l'aspect évolutif et la complémentarité des approvisionnements d'énergie durable. Il y a d'autres hypothèses qui sont mises en avant. On regarde ça ensemble. On se retrouve juste après pour parler des avions. Mais non, mon gros bêta, on ne t'a pas dit toute la vérité. En guise de jambes, les bateaux utilisent des hydrocarbures et ils polluent. Le transport maritime, c'est 3% des émissions de CO2 dans le monde. Un chiffre peu élevé au regard des volumes énormes de marchandises qui transitent par mer, mais comme le trafic ne cesse de s'accroître, ce chiffre est appelé à augmenter. Surtout, les plus gros navires utilisent un carburant bon marché et polluant, le fioul lourd. Il rejette particules fines, oxydes d'azote et de soufre, nuisibles pour la santé comme pour l'environnement. Pour être écologiquement viable, la navigation doit donc évoluer. Nous sommes à Saint-Nazaire, sur les chantiers du géant de la construction navale STX. Dans ces bureaux d'études sont conçus les navires qui prendront la mer dans quelques années. Fais-moi voir le profil avant. Hein. Comme ce paquebot de luxe, encore en projet. Ce sont des navires qui fréquentent des zones assez sensibles de la planète et sur lesquelles la préoccupation environnementale est une priorité. Pour réduire l'impact environnemental d'un tel bateau, peu de solutions existent. On peut remplacer le fioul lourd par du gasoil moins polluant, ou bien installer un dispositif de retraitement des fumées du bateau. Mais ces deux options sont très onéreuses. Alors Xavier envisage une autre voie. Et on regardait dans ce projet la possibilité d'intégrer des cuves GNL. Le GNL, le gaz naturel liquéfié à très basse température. Ce gaz peut servir de carburant pour les bateaux, comme ici, en Norvège. Avantage, un navire au GNL rejette 15% de CO2 de moins qu'un bateau traditionnel. Surtout, il n'émet ni oxyde d'azote, ni oxyde de soufre. Inconvénient, le gaz liquéfié. Il nécessite des mesures de sécurité renforcées et prend 3 fois plus de place que le fioul ou le gasoil. Pour l'instant, faire le plein est d'ailleurs un peu compliqué. Des pompes à fioul, il y en a à peu près dans tous les ports. Des réservoirs de gaz, il y en a aujourd'hui quasiment aucun. Malgré cela, le GNL est un carburant alternatif efficace et crédible. Reste que le gaz est une énergie non renouvelable et émettrice de CO2. À quand le bateau zéro émission? Ces ingénieurs de Saint-Nazaire en ont déjà conçu un. À Lorient, on ne le remarque même plus. L'Arvark Tredan, c'est son nom,
fait partie du décor, et pour cause. Il sert de bus. 14 heures par jour, il permet de traverser la rade large d'1,5 km. Il s'agit d'un bateau électrique, zéro émission. Bonne journée. Mais merci. À chaque aller-retour, pendant que les passagers montent et descendent, le bateau fait le plein d'énergie, tout simplement avec une grosse prise. Combien de temps ça prend, ça? Ça va prendre environ 4 minutes pour charger. Jean-Michel, le marin mécanicien, n'en revient toujours pas. J'adore. Ça change des autres bateaux. Parce qu'avec les autres bateaux, on a l'habitude des bruits, du moteur et tout ça. Des fois même, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche parce que comme on ne l'entend pas, on se dit qu'il y a un souci, mais non. Pas de bruit, pas de pollution, et dans la cale, un système unique en son genre. Alors ça, ce sont des modules de supercapacité. Ce ne sont pas des batteries. Ces 6 tonnes de supercapacité permettent de voguer 30 minutes maximum. Leur intérêt, ce n'est donc pas leur autonomie, mais leur temps de charge record, 4 minutes. Elles sont parfaitement adaptées à des trajets courts mais incessants. Autre avantage, alors qu'une batterie classique doit être changée tous les 5 ans environ, la supercapacité, elle, a une durée de vie très longue. Les supercapacités peuvent se recharger plus d'1 million de fois parce que ça ne s'use pas structurellement, c'est juste de l'électricité statique. Sur la Méditerranée, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le moteur de ce voilier fonctionne, lui, avec de l'hydrogène. C'est marqué en gros dessus. Il ne rejette pas de CO2, mais seulement un peu d'eau, parfaitement propre, et en silence. Voici le cœur du système conçu par le Commissariat à l'énergie atomique. Voilà. Et 150 litres chacune. 4 bouteilles d'hydrogène alimentent une pile à combustible, suffisant par exemple pour effectuer un aller-retour entre la Corse et le continent. Le problème avec cette technologie, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant d'hydrogène dans les ports. Il faut le faire venir par camion, ce qui gâte un peu le projet écologique. Plutôt dommage car de l'hydrogène, ce n'est pas ce qui manque dans l'eau. On envisage très sérieusement de créer sur un port qui est juste derrière nous une station de production d'hydrogène. On pourrait couvrir des parkings d'ombrières qui seraient des panneaux photovoltaïques et avec cette électricité, casser l'eau pour en récupérer l'hydrogène. Les bateaux voguant uniquement grâce au soleil et à la mer, ce n'est peut-être pas pour demain, mais c'est une idée qui vaut sûrement la patience d'attendre. Raphaël, si on peut naviguer propre, on peut espérer circuler propre, que ce soit sur terre ou dans les airs. Et ce qu'on a là sous les yeux, ce que vous nous avez amené, c'est un petit morceau du projet Eraol. C'est un extrait d'un avion avec lequel vous espérez traverser l'Atlantique d'ici 1 an et demi. C'est ça. Printemps 2015. Quel est ce projet? Encore un peu fou, hein, mais avec le même souci environnemental. C'est un avion avec une traction électrique, un moteur électrique, et qui va utiliser le photovoltaïque, qui va utiliser 2 ou 3 types d'énergie pour traverser New York-Paris sur les traces de Scharnenberg, 4000 km, à 100 km/h, donc on a à peu près 50 heures de vol. Ouais. Et là, il faut tenir. Il faut tenir. Voilà, il ne faut pas dégazer de gaz à effet de serre. Sur un avion qui peut être duplicable, donc ça veut dire qu'on est entre un avion et un planeur. Il va faire 14 mètres d'envergure, donc il est quand même assez long en envergure. 2 places, il aura une certification d'avion civil. D'accord. Alors, ce qui est novateur dans votre projet, c'est que les panneaux photovoltaïques sont intégrés dans la structure même de l'avion, des ailes ou de la carlingue, pour limiter son poids. Ça, c'est un tronçon d'aile à l'échelle 1. Hein. C'est vraiment un tronçon, c'est la même forme. Vous imaginez l'aile qui va faire 7 mètres d'un côté, 7 mètres de l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est amener des cellules à très haut rendement. Habituellement, ces cellules elles sont emballées de polymère, en gros, avec une plaque en verre et un cadre en aluminium. C'est le panneau solaire classique. Mais ce panneau solaire classique, il pèse 18 kg, il est plat. Je ne peux pas le mettre sur une aile d'avion. Vous comprenez que ça, avec une aile plate et à 18 km², ça ne marche pas très bien. Ça ne marcherait pas. Donc, nous, ce qu'on a essayé, nous, on est en fait dans le laboratoire, on est des emballeurs. On a fabriqué l'emballage de la cellule. Et cet emballage, vous voyez, il fait quelques dixièmes de millimètre, 6 dixièmes. Il est en matériaux composites.
Et vous voyez, là, je n'ai pas de micro-crack et je peux l'amener dans des courbes assez prononcées. Appuyez dessus pour voir un petit peu. Voilà, on fait l'effet de voûte. Ok, d'accord. Voilà, Ah ouais, un peu les d'accord. techniques architecturales que les Romains ont. Voilà, on fait l'effet de voûte. C'est-à-dire que cet entoilage, cette surface, va participer à la rigidité de l'aile. D'accord. Mais en fait, vous avez créé vous avez inventé le nouveau panneau photovoltaïque. Oui. Léger, flexible. Et à haut rendement. Et à haut rendement. Exactement. Génial. D'accord. Raphaël, vous vous considérez comme un pionnier? Un pionnier de l'aviation verte ou un pionnier de la mobilité électrique. Là, moi, je lâche un peu la barre de mon bateau et puis je prends les commandes d'un avion. Donc ça, c'est le côté un peu aussi jovial et un peu de mes challenges un peu furieux. Mais ça serait un grand mot de dire pionnier de l'aviation. Mais oui, pionnier de la mobilité électrique pour trouver des solutions techniques de demain, mettre l'ingéniosité de l'homme au service de la mobilité électrique. Voler sans bruit, sans avion électrique, c'est génial. Moi, j'en rêve toutes les nuits. Hein. Je voudrais qu'on fasse la connaissance d'un autre pionnier, un jeune homme qui a navigué sur un bateau autonome en énergie, un bateau en toile de jute dans le golfe du Bengale. C'est toute une aventure et c'est la chronique de Gérard Felzer. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu jusqu'à nous. Bienvenue au Temple des bateaux, le salon nautique de Paris où plus de 700 bateaux sont exposés ici. Et parmi ces monstres des mers, dont la plupart sont fabriqués à partir de fibres issues du pétrole, un seul fait exception. Suivez-moi. Vous connaissez le jute? C'est une plante qui pousse dans l'eau, c'est-à-dire dans des zones inondables, comme dans les pays du delta du Gange, vous savez, près de l'Inde ici. 40 millions de personnes vivent avec la toile de jute. Et qu'est-ce qu'on fait avec le jute? On fait de la corde, on fait de la ficelle et aussi des sacs à patates. Démonstration. Voilà. Et en dehors des sacs à patates, on en fait aujourd'hui du tissu. Et ce tissu, pour peu qu'il soit bien travaillé, eh bien, on en fait des choses étonnantes, comme ce bateau qui s'appelle le Gold of Bengale. Pour utiliser la toile de jute et en faire un bateau solide et flottant, on utilise les métiers à tisser traditionnels, mais on imprègne cette toile de jute dans de la résine. Sauf qu'aujourd'hui, la résine, elle est issue des produits pétroliers. Il ne fait aucun doute qu'avec ce type de recherche, on puisse trouver une résine issue des produits végétaux. Et ainsi, on aura un bateau 100% bio. C'est un laboratoire flottant, mais pas que. Ce bateau n'est pas qu'une expérience scientifique, c'est aussi une aventure humaine. Je vous présente Corentin de Châtel-Perron, le nouveau Robinson Crusoe. Corentin, combien de temps sur ce bateau et comment? Avec ce bateau, je suis parti naviguer pendant 6 mois à travers les îles désertes du golfe du Bengale, l'Inde, la Birmanie, l'Indonésie et la Malaisie pour expérimenter l'autonomie sur l'eau. Et Corentin, bien sûr, l'autonomie, ça commence par l'eau potable. Alors on utilise un osmoseur, c'est-à-dire un filtre. Il faut actionner ça pendant 1 heure pour faire 5 litres d'eau. Après l'eau, on en arrive à la nourriture. Et là, ça paraît un peu bricolé, mais c'est un four à économie de bois. C'est-à-dire qu'il est fermé et qui produit beaucoup plus d'énergie avec la même quantité de bois qu'un four traditionnel. Et à l'arrière du bateau, un panneau solaire qui sert en même temps d'abri pour une cage à poules. Et oui, il y a 2 poules qui fournissent non seulement des œufs, mais on se sert de leur déjection pour alimenter la serre tropicale. Et pour être totalement autonome, on expérimente ce qu'on appelle l'aéroponie. L'aéroponie, ça veut dire qu'on fait pousser des végétaux avec leurs racines, mais sans terre. Et comment on fait? Eh bien, ici, on a du liquide, de l'eau désalinisée, qui est amenée ici, enrichie avec les déchets des poules, et vaporisée ici avec une petite pompe qui, elle-même, est alimentée par les panneaux solaires. La boucle est bouclée. Merci Corentin. Finalement, ce bateau, c'est un laboratoire flottant. C'est un laboratoire sur un mode de vie, une économie circulaire qui finalement, grâce à ces recherches, va nous faire réfléchir pour notre avenir
tout simplement. Bon, alors Corentin, on largue les amarres? Ouais, un petit coup de vent et on démarre. Si vous voulez revoir l'aventure de Corentin, c'est sur transportez-moi.fr. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages d'encouragement, pour vos suggestions de reportages. On les étudie, on les prend en considération. Et d'ici là, en route Gérard pour le prochain numéro. Alors marche avant. Marche avant. Et puis ça? Ça c'est quoi ça? Bah, c'est un avertisseur. Une corne de brume, un peu ancienne. Portative. Tu l'as cassée. Elle date de 1890. Chaque année, 128 millions de tonnes de marchandises transitent par ici. Plateau de fin. Et pour revoir les aventures de Corentin... Oh non, C'est quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parti trop vite. Attends qu'ils nous disent LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.